Bonjour et bienvenue dans La Traversée, le podcast pour prendre des décisions saines et justes, réservé aux entrepreneurs et aux dirigeants qui sont prêts à se mouiller. Je suis Hervé Franceschi, auteur, coach, conférencier, explorateur de la joie et aventurier de l'entreprise. 2 fois par mois, nous allons explorer ensemble, au travers de contes initiatiques et avec mes invités, comment traverser vos difficultés, vos incertitudes, vos moments de solitude et aussi vos réussites ou vos euphories. Mes invités, des sportifs de niveau, des start-upers à succès, des artistes reconnus, des dirigeants de grands groupes ou des personnes qui ont un parcours hors norme. À travers nos aventures, nous allons vous donner de l'énergie pour faire vos traversées. Alors super, on se retrouve ensemble avec Francis Lelong aujourd'hui. Francis, tu peux nous parler un peu de toi ? Bonjour Hervé, je suis ravi d'être là déjà. Écoute, moi, si je devais me présenter en quelques mots, 25 ans d'entrepreneuriat, j'ai été 9 mois salarié dans ma vie. Je travaillais chez Accenture quand je suis sorti de l'école. Voilà, donc profil multi-récidiviste, entrepreneur avec des succès, des échecs, dans la tech quasiment exclusivement, mais dans plein de secteurs très différents, des sociétés de services, du B2C, du B2B, voilà, tout ce qui fait le bonheur d'une vie d'entrepreneur bien remplie. Et si tu avais un souvenir comme ça dans les créations, dans la partie créative, c'est quoi les grands moments de bonheur ou les grands moments de solitude ? Alors, moi j'étais plutôt dans une démarche effectivement à apprécier énormément les 2, 3, 4 premières années de la vie d'une entreprise. Ce qui me plaît, c'est justement ce processus d'innovation, d'identifier un besoin, de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant. Alors bien évidemment, dans mon histoire d'entrepreneur, Sarenza.com a une place tout à fait particulière parce que c'est des sociétés que aujourd'hui, dans celle que j'ai construite, qui est la plus connue avec mes 2 associés de l'époque, et ça a été une aventure assez incroyable parce que on est arrivé à peine 1 an après l'explosion de la bulle Internet, plus personne croyait au e-commerce. On avait fait des sondages autour de nous pour tester notre marché et savoir si les femmes en particulier, grandes consommatrices de chaussures, seraient intéressées pour acheter sur Internet, et le retour était catastrophique. Toutes nous disaient que jamais elles achèteraient leurs chaussures sur Internet. On a essayé de lever de l'argent, c'était très difficile à l'époque, mais on en avait besoin pour lancer l'activité. Donc on l'a vraiment fait à contre-courant, mais avec une conviction profonde qui était aussi pour nous le résultat d'un gros travail d'études et de recherche sur ce qui se passait aux États-Unis, et on avait découvert peut-être un peu avant les autres Zappos, qui marchait déjà très bien en 2000-2001, qui vendait des chaussures. Et donc ce processus vraiment de création et de faire quelque chose qui n'a jamais été fait avant, c'est vraiment moi ce qui me motive le plus profondément. Donc je me suis éclaté beaucoup dans toutes ces aventures entrepreneuriales. La conséquence, c'est aussi qu'il faut savoir lâcher quand on sent que ça va pas marcher. C'est un processus itératif. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'agile, on parle beaucoup de ça dans les startups, mais finalement, moi, je l'applique à ma vie. Depuis le début, je tente des choses, je regarde ça marche pas, je passe à autre chose. C'est pas très grave. Tout ça est quand même un grand jeu finalement. Et on a une chance aussi, je crois, incroyable dans ce qu'on fait nous, les entrepreneurs aujourd'hui. Et d'ailleurs, pas seulement que dans la tech, c'est d'avoir choisi notre vie et de faire que des choses qui nous plaisent. C'est-à-dire que j'ai jamais lancé une activité dans laquelle je n'avais pas d'affinité. En particulier, je serais incapable de vendre un produit dans lequel je ne crois pas. Je serais incapable de me lancer sur un secteur d'activité où je ne prends pas de plaisir. Et comme je suis très curieux depuis toujours, mais au final, j'ai jamais fait 2 sociétés dans la même activité. La petite dernière, Allegria, que j'ai créée avec Christelle et Thomas il y a 18 mois maintenant, et la numéro 13 ou 14 ou 15 pendant toutes ces 25 ans. Et j'ai jamais fait 2 fois la même chose. Et ça, c'est absolument génial. On a une chance folle aujourd'hui. Parle-nous un tout petit peu de No Code ou d'Allegria. Oui, alors Allegria, c'est effectivement la dernière. Eh bien, c'est assez simple finalement ce qu'on fait chez Allegria. Tout le monde a constaté la pénurie de développeurs, elle est incroyable, elle est mondiale. En France, il y a 400 000 développeurs, il en manque au moins 100 000. Aux États-Unis, c'est 1 400 000 développeurs qui manquent. Et en fait, on oublie un chiffre derrière ça qui est clé, c'est qu'aujourd'hui dans le monde, seulement 0,3% de la population mondiale sait coder. C'est très faible.
Alors qu'il y a 86% des gens qui savent lire, écrire et compter. 66% il y a 20 ans, donc ça a monté très fort encore ces dernières années, où on ne se rend pas toujours compte. 0,3%, c'est le nombre de personnes qui savaient justement lire, écrire et compter au Moyen-Âge. Donc on est au Moyen-Âge de l'informatique aujourd'hui. Et qui savait lire, écrire et compter au Moyen-Âge ? Essentiellement les ecclésiastiques. Et qui dirigeait le monde ? L'Église. Et aujourd'hui, force est de constater que toute l'innovation, tout le monde de la tech est dominé par cette population, ces 0,3% de sachants, de ceux qui ont appris à coder, et que tous les autres sont dépendants d'eux. Tu veux aujourd'hui lancer ta startup, tu n'as pas un dev, un CTO avec toi, eh bien ton projet n'existera jamais. Mais ça, c'était heureusement avant le no-code. Le no-code, ça pallie ça permet aux gens du métier, aux gens qui n'ont jamais appris à coder, de pouvoir faire des solutions digitales et technologiques. C'est comme apprendre finalement à jouer de la guitare sans passer par le solfège, ce qu'on fait dans le no-code. Et donc, on a un énorme enjeu sociétal autour du sujet du no-code, puisque dans les 0,3% dont je parlais tout à l'heure, en plus, il n'y a que 15% de femmes. Et la plupart sont des hommes blancs en Californie ou en Europe. Et donc, l'enjeu démocratique autour de l'innovation, et en particulier dans la RSE, l'environnement, le sociétal, nécessite qu'on donne à chacun sa chance, la possibilité de pouvoir créer sa start-up. Donc, le no-code est parti de cette idée-là au départ, de se dire que on a beau savoir depuis 20 ans qu'on manque de développeurs. Tout le monde n'a pas envie d'être développeur. C'est un métier difficile, compliqué. Mais tout le monde a des besoins technologiques aujourd'hui parce qu'on est dans un monde numérique de plus en plus. Et donc, partant de ce constat, chez Allegria, on a lancé un écosystème autour du sujet no-code. On est les leaders européens aujourd'hui des technologies no-code. On fait à la fois des projets à base de solutions no-code pour des clients de la start-up, donc des gens qui veulent créer leur projet, jusqu'au grand compte, puisque tout le monde fait du no-code aujourd'hui. Le gros du marché, ça reste la PME, avec les soucis et les questions d'automatisation, qui est le gros du marché. On remplace beaucoup d'Excel, beaucoup de gens qui font des copier-coller toute la journée, beaucoup de process, pas agréable du tout à faire, qu'on peut entièrement automatiser. Mais Allegria, c'est aussi Allegria Academy, la première école de formation au métier du no-code pour les professionnels. Il y a beaucoup de bootcamps, il y a beaucoup de tutos sur Internet. Ce qui est génial avec le no-code, c'est que tout le monde peut s'y mettre très rapidement, très facilement. Mais quand il s'agit de devenir un professionnel, de faire un projet no-code pour une entreprise, il faut des compétences tout à fait particulières. Et notre enjeu avec l'académie, finalement, il est assez simple. C'est de prendre des gens qui ne sont pas issus de la tech. On a reçu plus de 5000 candidatures en 4 mois pour postuler à l'Allegria Academy. Ça va être la folie totale. On a 100 places seulement cette année. De gens qui viennent de tous les horizons, puisque la formation est ouverte à tout le monde, sans prérequis techniques, sans prérequis académiques. Et l'enjeu, c'est en 15 mois de permettre à n'importe qui de pouvoir faire 70 à 80% de ce que c'est faire un dev qui, lui, aura eu 3 à 5 ans de formation d'un point de vue technologique dans les entreprises. Et ça, c'est un énorme enjeu puisque finalement, aujourd'hui, dans la tech, on est un petit peu dans la même situation que quand le Covid est arrivé dans les hôpitaux. On a dit aux hôpitaux, les gars, ouvrez des salles de réanimation. Super, génial, il faut juste 7 ans pour former un réanimateur. On n'a pas 7 ans, donc comment on fait ? Et on est exactement dans cette situation-là dans la tech aujourd'hui. Super, donc ça, c'est encore un beau challenge. Et qu'est-ce qui te... Enfin, j'entends plusieurs choses. J'entends à la fois l'homme d'affaires, je dirais l'entrepreneur qui voit un marché, mais j'entends aussi peut-être l'utopiste ou le romantique dans la tech qui cherche aussi à développer une pensée, une manière de faire, influencer le monde, on va dire autrement. Ouais, je crois que ça a complètement changé pour moi au cours de ces années, en vieillissant aussi sans doute. Je me suis jamais autant senti ma place qu'aujourd'hui ici chez Allegria parce que j'arrive à allier une envie folle de tout casser. Et nous, notre ambition, on n'a pas honte de le dire, il faut l'assumer, c'est d'être un jour le leader mondial du no-code. On est déjà le leader en Europe. Et en même temps, tous les gens qui sont ici sont des passionnés du no-code parce qu'on a tous été frustrés de ne pas savoir coder, parce qu'on a cette utopie de donner la possibilité à chacun de devenir acteur de sa vie numérique et pas juste spectateur. Par exemple, dans l'académie, on a décidé d'avoir 50% de femmes obligatoirement. C'est non négociable. Il y a depuis le départ 50% de femmes dans nos promos dans l'académie. On a 35% de femmes qui postulent naturellement sans qu'on fasse de discrimination sur nos campagnes d'acquisition. Donc ça, c'est vraiment un enjeu qui est très fort et je pense que
On dit souvent aujourd'hui que les jeunes qui sortent de l'école, ils veulent trouver du sens dans ce qu'ils font. Je crois que c'est pas qu'une question d'âge. Je crois que c'est juste que nous, on était peut-être un peu moins sensibilisés à l'époque. Quand j'ai fait mon école de commerce, tout le monde voulu aller chez L'Oréal. C'était le must-have. Aujourd'hui, je pense que les jeunes, ils ont envie d'autre chose. Et nous aussi, finalement, on s'est adapté tout simplement à notre écosystème. Et l'impact de ce qu'on fait, si on arrive à allier l'impact... Et nous, on a pas mal de sujets à impact, d'ailleurs, chez nous, chez Allegria, parce qu'on parlait de ce côté inclusion, mais on a aussi un gros sujet autour de la Tech for Good, puisque grâce au no-code, on donne des possibilités à beaucoup d'associations, à beaucoup d'entreprises dans la RSE de pouvoir s'équiper en outils technologiques avec des conditions d'usage, des coûts beaucoup plus faibles qu'avec du dev. Tu peux donner un ordre d'idée ? Oui, on a fait par exemple pour un client une application de collecte de fonds de rue avec la possibilité de pouvoir immédiatement mettre en place le prélèvement SEPA dans la rue tout de suite pour des gens comme Oxfam, pour des gens comme Amnesty International. Et ça, c'est une application qu'on a fait pour quelques milliers d'euros. Donc ça peut aller très vite. Et ça si tu compares l'ancien tarif, ça aurait été quoi ? Alors, on va dire que généralement, quand on compare le no-code et le code, on est 3-4 fois moins cher, grosso modo. C'est à peu près ça l'enjeu. Pas sur tous les sujets, et parfois c'est 10 fois moins cher et 10 fois plus vite, parce que bien évidemment, l'intérêt aussi du no-code, c'est l'autonomie de nos clients sur les applications. Nous, on fait tout le contraire d'une société de services informatiques traditionnelle qui a tendance à essayer de se rendre indispensable pour son client. Nous, on passe notre temps à les autonomiser puisqu'on va les former. Et c'est aussi la grande différence. On est partenaire de ShareIt, par exemple, qui fait du message de compétences. Donc, c'est génial d'avoir des ingénieurs de grandes ESN qui donnent du temps de message de compétences. Mais à la fin, l'application qui est développée, il faut avoir les moyens de la maintenir. Il faut avoir des ingénieurs en interne pour la faire évoluer. Et donc, sans faire forcément de mauvaises comparaisons, mais c'est un petit peu comme donner une Ferrari à quelqu'un qui n'a pas les moyens de payer l'assurance ou de mettre de l'essence dedans. C'est un petit peu le même sujet. Or, avec le no-code, on n'a pas ce genre de problème. Donc, ça correspond vraiment à une nouvelle manière, une nouvelle philosophie de développer des solutions digitales. C'est pas juste une mode, le no-code. C'est juste l'évolution ultime d'un niveau d'abstraction qui, pour la première fois dans la technologie, permet à tout à chacun de faire ses applications. Avant, on a progressé dans l'informatique. Il y a eu les langages de programmation, les frameworks, mais tout ça, c'était tout le temps dévoué qu'aux gens qui savaient coder. Et moi, j'ai pas peur de dire aujourd'hui que le no-code, c'est clairement pour moi la troisième révolution du digital après l'arrivée d'Internet et du smartphone. Parce que comme Internet et le smartphone, ça s'adresse à tout le monde. Génial. Et l'homme Francis, là, que je connais un petit peu, mais qu'est-ce qui te motive encore ? Tu me dis que là, tu te sens peut-être la première fois le plus épanoui ou peut-être le plus aligné. Ok. Donc, parle-moi de tes rêves. Qu'est-ce que tu, en dehors de rêver simplement d'être le leader mondial, j'entends, qui est déjà pas mal, mais en tant qu'homme, est-ce qu'il y a d'autres rêves ? Je pense qu'au-delà du rêve, il y a déjà une réalité aussi, et ça, c'est, je pense, quelque chose qu'on partage pas suffisamment. J'ai mis beaucoup de temps pour m'en rendre compte, alors que pour le coup, ma première boîte était déjà concernée par le sujet. Lorsque j'ai monté Black Orange avec mes deux associés de l'époque, Pierre-Edouard Sterrin et Véronique Torner, on avait une femme dans l'équipe. On était trois, on avait une femme dans l'équipe. Et je pense que aujourd'hui, on a la chance d'avoir aussi une femme dans notre équipe, Christelle Curcio, avec mon troisième associé qui est Thomas Bonenfant. Et je crois que j'ai appris un truc, c'est que je ne monterai plus jamais une boîte sans une femme associée. C'est absolument incroyable la valeur qu'on a de monter ça avec cette capacité à intégrer des hommes et des femmes ensemble dès la création de la société. Il n'y a que, je crois, 12, 13, 14% de startups créées en France avec des équipes mixtes. Et plus jamais je monterai une boîte sans avoir une femme dans l'équipe de fondateurs. Ça, c'est sûr. On a quelque chose de commun encore. Ouais. Ça, c'est vraiment un truc important et j'ai mis du temps à le comprendre. Et aujourd'hui, je pense que ça c'est un élément qui aide à ce sentiment d'être au bon endroit, au bon moment, parce que ce qu'elle nous apporte, on est tous différents, on a dire tout ce qu'on veut, les hommes et les femmes, on est différents et on a tant à apporter les uns aux autres dans un cadre entrepreneurial. Deuxième sujet, et pour revenir un petit peu au rêve et à ce qu'on fait ici, moi j'ai eu la chance
dans mon parcours professionnel de créer une boîte que 70% des Français connaissent aujourd'hui. Donc, quand on a la chance de faire du B2C et d'avoir le plaisir de faire une marque que les gens connaissent, quand on leur en parle, c'est génial. C'est un peu comme le chanteur qui fait un titre qui est en haut du top 50, quoi. Okay. Donc c'est une fierté. Ouais, c'est une vraie fierté. Et ça, je suis très content. Moi, j'ai jamais monté mes boîtes pour gagner de l'argent. D'ailleurs, sinon, je serais pas là où je suis aujourd'hui. Je l'ai fait parce que et j'ai jamais eu de problème à le dire. Je cherchais une forme de reconnaissance sociale vis-à-vis de mes pairs. Voilà, c'était quelque chose qui était important pour moi. Maintenant, je pense que le sujet a un petit peu changé et je pense qu'effectivement, l'impact devient plus important que le reste. Le rêve que j'ai aujourd'hui et qu'on caresse tous ici, c'est d'ici quelques années d'avoir des dizaines de milliers de makers de code professionnels avec qui on travaille tous les jours, de résoudre des problèmes. On a une chance incroyable, on rate certains projets, bien évidemment. On n'a pas réussi tous les projets, puisqu'on a démarré il y a 18 mois. On a fait à peu près 300 projets pour 200 clients en 18 mois, donc ça a grossi très vite. On est 65 aujourd'hui. Mais ce plaisir de voir le sourire du client qui avait essayé de faire sa start-up en dev, en faisant de l'offshore à l'autre bout du monde, ça n'a pas marché. Après, il a essayé de faire avec des stagiaires, ça n'a pas marché. Et si Joris nous écoute, il saura que je parle de lui. Et puis finalement, il en est arrivé à prendre du no-code. Et puis, quelques mois après, il a sa plateforme au prix qu'il voulait et son projet existe. Donc voilà, moi, mon rêve, c'est de réunir un jour tous les clients heureux d'Allegria et de se regarder tous et de se dire waouh, qu'est-ce qu'on a fait comme chemin et qu'est-ce qu'on a résolu comme problème, quoi. En fait, on est des solution makers, nous, on adore résoudre des problèmes, quoi. Donc c'est un impact à la fois sociétal, mais c'est aussi un impact entrepreneurial. C'est permettre à des gens que leur rêve existe ou que leur structure existe et qui ensuite derrière ils fassent ce pourquoi ils sont là et qui n'est pas en général de l'informatique, mais plutôt je sais pas, du service ou une activité, peu importe quelle soit. Oui, et ça vaut autant pour les entrepreneurs en mode start-up qui viennent nous voir pour faire un POC ou un MVP que pour les gens du métier de grands comptes ou de TI qui aujourd'hui sont frustrés d'attendre que l'équipe technique sorte des solutions qui leur permettent de résoudre les problèmes pour la satisfaction du client. En fait, le sujet, c'est on est en pénurie. On est en pénurie de dev, comme je le disais initialement, donc de toute façon, tout ne peut pas sortir. Et il y a des gens aujourd'hui qui vivent très mal leur métier parce qu'ils ont à faire un certain nombre de choses rébarbatives avec très peu de valeur ajoutée. Donc, il y a toujours deux faces de l'innovation. Comme il y a l'énergie nucléaire et la bombe atomique, et ben, dans la tech, il y a aujourd'hui un certain nombre de gens qui vont à l'évidence, à cause du deep learning, de l'IA, perdre des emplois, qui vont être remplacés par des machines, mais en même temps, des nouveaux métiers qui vont se créer. Et un des enjeux pour nous ici, c'est de créer les métiers de demain. Finalement, le maker no-code, on a un peu le même âge tous les deux, ça va te rappeler des souvenirs. Moi, je le vois un peu comme le webmaster des années 2000, le gars qui venait dans la PME, qui installait Internet, le Wi-Fi, qui faisait les mises à jour de Windows et qui en même temps changeait la cartouche d'encre de l'imprimante. Le maker no-code, pour les PME qui ont impérativement besoin d'évoluer, de se transformer, de faire cette fameuse transformation digitale, elle va forcément passer par les makers no-code. Aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est qu'une PME qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, n'importe où, à Bourges ou à Lille, pour elle, c'est quasiment impossible aujourd'hui de trouver un développeur pour faire sa transformation numérique. Ça n'existe pas. C'est trop cher, la culture, ça colle pas, ils savent pas comment travailler ensemble. Ça fonctionne pas. Donc, il faut impérativement trouver des solutions. Et moi, ma conviction aujourd'hui, c'est que quand on parle à d'autres dirigeants d'entreprise, tu en rencontres encore plus que moi, finalement, on se rend compte très vite qu'on a aujourd'hui deux sujets sur la table, l'environnement et le digital. La transformation environnementale, la transformation numérique, c'est deux gros sujets aujourd'hui sur la table des chefs d'entreprise. Et donc, on participe à cela, en fait, quelque part, et ça, c'est super excitant. Ouais, génial. et je reviens aussi, parce que je sais qu'on s'est connus à une époque où il y avait une autre société, plusieurs autres sociétés que j'ai connues, on va dire. Et à chaque fois, moi, il y a quelque chose qui me plaisait, c'est que j'aime les gens enthousiastes parce que je suis un enthousiaste, donc je pense que c'est pas neutre qu'on se rencontre. Et j'ai toujours aimé le fait que tu sois quelqu'un qui apporte de l'enthousiasme. Parce que tu vois, pour moi, dans le management, il
il y a plein de qualités, mais il y a une qualité fondamentale quand on entreprend, c'est de donner envie aux autres aussi de suivre, même parce que, comme tu le sais, l'entrepreneuriat, c'est pas tous les jours rose, on va dire, c'est pas toujours facile. Voilà. Ouais, je vais te confier un secret. J'ai un gros défaut, Hervé. Ouais. Ce gros défaut, c'est que je me réveille tous les matins avec la banane. Ça, c'est un vrai gros problème. Je ne sais pas comment faire autrement. C'est terrible. Même les pires moments, quand ça s'est mal fini sur Sarenza ou quand il faut prendre des décisions difficiles, j'ai toujours bien dormi. Toujours. Et je me suis toujours réveillé en me disant qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va améliorer ma vie, qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui qui va me faire avancer. Et donc, je sais que c'est très difficile, je discute régulièrement et j'ai été régulièrement contacté par des entrepreneurs qui avaient des difficultés avec leurs investisseurs ou qui avaient des difficultés dans la progression de leur société. En ce moment, on sait tous que c'est très difficile de lever de l'argent, on va voir un certain nombre de sociétés disparaître, malheureusement sans doute d'ici la fin de l'année à cause des raisons de marché. Ils n'ont pas mieux réussi ou moins bien que les autres, ils sont juste retrouvés short of cash au moment où ça devenait difficile de lever. Et il n'y a aucune conclusion autre que le timing. En fait, il faut garder un élément important en tête, c'est que créer une entreprise, se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est aussi beaucoup de chance. Il y a une énorme variance. Il y a des gens qui du premier coup vont être là au bon endroit, au bon moment, et paf, ça va marcher, ils vont vendre leur truc au bout de 2 ans, et super. Ils seront riches, c'est sûr, mais est-ce qu'ils seront vraiment allés au bout de leur expérience entrepreneuriale? Je suis pas sûr. L'expérience entrepreneuriale, elle se forge aussi dans la difficulté, avec son codir, avec ses équipes, avec tout le monde, quoi. Et en fait, je ne me sens pas une responsabilité particulière d'arriver ici en mettant l'ambiance. C'est vraiment quelque chose qui est complètement naturel. Et on se pose souvent la question de savoir la part de l'inné et de l'acquis chez les entrepreneurs. C'est une réponse que j'ai pas complètement tranchée pour moi-même quand je regarde autour de moi, mais je pense qu'on a quand même quelque part une ADN qui aide dans ces moments-là. Donc, de toute façon, ce qui est sûr, c'est que je suis toujours parti super enthousiaste sur tous mes projets. Et je suis sûr d'avoir trouvé toujours des projets géniaux, même ceux qui ont raté. Parce que il y a plusieurs fois où on a raté parce qu'on a mal exécuté. C'était pas forcément le business model qui était mauvais, c'était pas forcément le timing, c'est juste qu'on a été mauvais nous. Et ça, c'est la vie, il faut apprendre, on n'est pas toujours bon sur tout. Et je suis sûr aussi d'une chose, c'est que les bons entrepreneurs, ils savent pivoter, ils savent s'adapter, ils savent aller vite. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais oublier. Il n'y a pas qu'une seule manière de faire les choses pour y arriver. Donc voilà, j'ai ça effectivement en moi, j'ai cette passion pour l'entrepreneuriat, une conviction forte, l'envie d'emmener des gens avec moi. Et d'ailleurs, j'ai jamais monté une boîte tout seul, j'ai toujours monté une boîte avec des associés. Je pense que je serais incapable de faire une boîte tout seul. Après, voilà, quand ça grossit, quand il commence à y avoir du monde, qu'il y a 70 personnes qui comptent sur vous à la fin du mois pour faire les payes, c'est sûr que ça met de la pression. Mais ça m'a jamais dérangé en fait. Ça glisse et je sais que je vais y arriver, il n'y a pas de raison, on va tous y arriver ensemble. Enfin, voilà, il y a juste que c'est comme au poker, tant qu'on a un jeton, on n'est pas éliminé. On n'est pas éliminé, c'est exactement. Ça. Donc tu fais partie de la partie. Ouais. Et je voulais revenir aussi sur qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quand on est en difficulté, parce que par moment on est en difficulté, ce serait quoi l'état d'esprit? Si jamais un conseil, j'aime pas dire ça parce qu'en fait chaque personne est dans une situation différente. Mais si tu avais une attitude, une posture qui serait plus juste en tant qu'entrepreneur, ça serait quoi? Écoute, je pense que tu rencontres souvent des sportifs de haut niveau. Je pense que d'abord c'est la culture de la gagne et se battre jusqu'au bout. Il n'y a jamais rien de perdu. On le voit tout le temps dans le sport. Un jour, je raconterai la vraie histoire de la levée de fonds d'Allegria très récente qu'on vient d'annoncer, comme j'ai raconté la vraie histoire de Sarenza, mais ça a été super dur dans un monde où depuis 2 mois tout s'est refermé d'un coup, quasiment impossible de trouver de l'argent, et finalement on a réussi à boucler notre levée de fonds et ça s'est joué in extremis. On a signé les papiers quasiment 1h30 avant l'échéance donnée. Enfin, ça s'est fait après 4 mois de négociation. Donc, et ça a été dur. Tu peux annoncer combien? On a levé 4 millions. Ouais, on a levé 4 millions. Et jusqu'au dernier moment, on a pensé qu'on n'allait pas y arriver. Un investisseur nous a lâché 2 semaines avant la clôture, alors que quasiment tous les papiers étaient envoyés. Il a fallu retrouver 250 000 € en 15 jours. Ça a été très difficile. Et là, tu as bouclé avec combien de partenaires? Nous avons 61 business angels au capital. Ah, 61, c'est un beau chiffre. Ouais, et on est très content d'avoir tous ces business angels parce que c'est que des entrepreneurs. Ils nous apportent énormément. Donc, ne vous arrêtez pas. Essentiellement sur des billets, donc pas de vessie.
Alors, on a pour le moment des business angels et des family office. On n'a D'accord. pas de VC, on n'a pas été chercher de VC pur et dur. En tout cas, ceux qui sont leaders sur le marché aujourd'hui, ça sera sans doute le cas pour la série A qu'on aimerait faire l'année prochaine. Okay. Notre objectif aujourd'hui, c'est plutôt d'être rentable plutôt que d'aller lever des fonds pour la suite. C'est une bonne idée. Parce qu'on ne sait pas ce que sera le marché dans les mois qui viennent. Et donc, on s'est donné cet objectif-là. Mais en tout état de cause, avoir tous ces gens avec nous au capital, c'est vraiment quelque chose qui est super important et qui nous aide bien. Donc, je pense que vraiment le fond du sujet, c'est ne jamais rien lâcher. En même temps, quand je dis ça, je me souviens aussi d'entrepreneurs que j'ai croisés dans ma vie qui n'ont pas su lâcher trop tôt, qui sont endettés, qui sont mis dans des conditions de ne pas pouvoir redémarrer un jour ou d'hypothéquer leur vie familiale. C'est toujours des dilemmes, c'est des choix difficiles. Là, j'en connais un en ce moment qui se pose la question de savoir, pour la survie de sa boîte, s'il va se mettre caution personnelle sur un prêt de 200, 300 000 euros. C'est beaucoup d'argent pour un entrepreneur. C'est des choix intimes. Moi, je ne jugerai jamais. Le seul conseil peut-être que je peux donner dans ces cas-là, c'est de toujours se dire que quand on est un vrai entrepreneur, il y aura un autre projet. Bien sûr. Le projet d'après sera formidable. Et c'est la vie. Et c'est comme ça. Voilà, c'est comme un chagrin d'amour. Il faut repartir derrière. Alors, il faut juste apprendre quand même de ces erreurs, si c'est des erreurs, de ces échecs, qui peuvent être pas liés qu'à soi, je sais pas, ton environnement, tes associés, la situation. En tout cas, qu'est-ce que j'ai pas lu, qu'est-ce que j'ai pas discerné, qu'est-ce que j'ai pas compris. Parce que je pense quand même, comme tu dis, qu'à un moment donné, quand on se retrouve dans des situations difficiles, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas lâché quand on aurait dû lâcher? Qu'est-ce qui fait qu'on a lâché qu'on n'aurait pas dû? Enfin, tu vois, tu vois. Ouais, c'est indispensable. C'est indispensable de faire son propre retour d'expérience. C'est une introspection difficile parce que on a envie de se dire à qui je peux partager ça pour avoir un miroir. Et en même temps, tout ce qu'on racontera, même à un entrepreneur expérimenté, restera sa vision de ce qui s'est passé, avec son prisme, exactement. Et forcément, on ne pourra pas raconter tout ce qui s'est passé en 2 ou 3 ans de boîte, en 2 heures, pour avoir un retour d'expérience de quelqu'un. Donc, c'est un travail solitaire, je pense, essentiellement. Ça n'empêche pas d'en parler à des gens autour de soi, aux gens qui l'ont vécu avec soi, ses collaborateurs, son codir, ses associés, ses investisseurs, bien évidemment. Mais en même temps, ça reste quelque chose finalement, une introspection assez personnelle à faire. C'est absolument indispensable. Moi, j'ai eu beaucoup d'échecs aussi dans ma vie. J'ai énormément appris avec tous ces échecs. J'ai aussi eu des beaux succès. Donc, l'échec fait partie de la vie. Notre seule responsabilité, bien évidemment, c'est d'en tirer quelque chose et que ça soit une leçon et un apprentissage. La pire des choses, ça serait effectivement de ne pas évoluer suite à ces échecs et de ne pas en tirer les conséquences. Il y a un troisième sujet aussi qui est encore plus difficile, c'est qu'on peut très bien en tirer les conséquences, mais pas changer pour autant derrière. C'est ça, exactement. Ça, j'en ai connu des comme ça, ouais. Qui savaient exactement pourquoi ils avaient planté la boîte et puis qui refont tout le temps la même chose, alors qu'ils ont parfaitement conscience des erreurs. Et ça, c'est la nature humaine. Ouais. On ne se change pas facilement. Il peut y avoir des sujets sur lesquels on peut difficilement évoluer. Il y a plein de choses qu'on peut apprendre. On va apprendre la comptabilité, on va faire de la finance, du marketing, tout ça, on l'apprend. Changer soi-même, c'est sans doute la partie la plus difficile. Et typiquement, moi, je sais que j'avais une tendance assez jeune à procrastiner. Ça peut paraître assez surprenant pour les gens qui me connaissent aujourd'hui. Je procrastinais pas mal. Et puis, un jour, je me suis réveillé en me disant « Mais c'est pas possible, tu vas planter tout ce que tu fais si tu continues comme ça. » Et aujourd'hui, je m'astreins à réduire au maximum. Je ne peux jamais tout faire, bien évidemment. Quand tu diriges une boîte, tu ne peux pas tout faire. Mais en tout cas, je m'astreins à essayer d'être le plus efficace possible. Et finalement, je le vis bien. Et comment tu fais alors? Comment tu es passé de ça à ça? Parce qu'il y a plein de gens... C'est une prise de conscience. C'est comme décider d'arrêter la cigarette. Il y a des gens qui vont mettre 10 ans à arrêter. Et puis, il y en a un matin, ils vont se réveiller à dire « Maintenant, c'est fini. » Et puis, ils posent la dernière clope et ça sera la dernière. Moi, je suis plutôt comme ça. Donc, c'était une décision que tu as prise? Oui, c'était une décision. Dire, je me voyais aller dans le mur si je ne changeais pas cette chose-là. Okay, mais est-ce que tu as mis en place quelque chose que j'appellerais une sorte de routine, une discipline? Non, parce que je pense que je pourrais encore avancer plus là-dessus. Je pense que c'est... je le vois avec mes 2 associés qui ont 28 ans chacun, beaucoup plus jeunes. Pour Thomas, c'est sa 3e boîte, mais c'est la première qui a ce succès-là. Christelle, c'était sa première boîte. Et je les vois effectivement prendre les bonnes habitudes dès maintenant. Je pense qu'il y a 30 ans, quand j'ai démarré, il y avait moins de littérature sur tous ces sujets-là. On a sans doute pris des mauvaises habitudes que j'ai encore pour un certain nombre d'entre elles. Et donc, je suis sans doute peut-être, j'allais dire,
moins sharp sur ces sujets que la génération qui arrive aujourd'hui. Thomas, il a son agenda toutes les 15 minutes, c'est minuté toute la journée et tout. Moi, je ne pourrais pas travailler comme ça. Mais c'est génial. Mais en même temps, parce que peut-être que tu es différent. Exactement. Et je pense que chaque méthode a des avantages et des inconvénients. Il n'y a pas de solution parfaite. Vous pouvez lire tous les livres de management de la planète. Bien sûr. Si ça vous convient, si ça vous correspond pas, vous n'arriverez pas à les appliquer de toute façon. Une clé, c'est déjà de bien se connaître pour... Exactement. Je pense que ça, c'est le point le plus important. Bien se connaître. Et une fois qu'on se connaît bien, l'autre responsabilité qu'on a, c'est de bien s'entourer. Parce qu'on a tous des lacunes. On a tous des sujets sur lesquels on est moins bon que d'autres. Et vraiment, le rôle du chef d'entreprise, c'est vraiment de créer la Dream Team. Et je pense que c'est ce qu'on est sur le point de faire ici chez Allegria. C'est quelque chose sur lequel on a beaucoup travaillé dès le départ. On a beaucoup investi sur des gens avec même des salaires très élevés. C'est un choix qu'on a fait dès le départ parce qu'on avait cette ambition. Et ça nous coûte de l'argent, donc ça nous coûte du capital. Parce qu'à la fin, nous, tous les salaires qu'on paye à la fin, tant qu'on n'est pas rentable, c'est de l'argent d'investisseur, donc c'est du capital qu'on distribue. C'est pas infini, bien évidemment, mais c'est le choix qu'on a fait au regard de l'ambition qu'on avait. Et puis après, bien évidemment, le recrutement, ça reste le sujet le plus difficile pour tous les entrepreneurs. On sait que ça, c'est pareil, on a beau y appliquer toutes les techniques qu'on veut, c'est extrêmement compliqué de bien recruter, mais la pire des choses, c'est de mal recruter. Donc il faut vraiment très très vite développer des compétences sur le sujet et essayer de ne pas se tromper sur les recrutements. Et qu'est-ce qui fait que... Est-ce que tu as un truc, une technique, un feeling, une intuition, tu vois, qu'est-ce que vous utilisez? Comment vous faites pour être le plus sûr possible du recrutement que vous faites? Alors, moi, je pense que il y a une part de technique, très clairement. Donc c'est du process. Il y a des choses absolument indispensables qu'on met en place, que ce soit des tests techniques, des tests sur les soft skills, minimum 4 entretiens, prise de référence systématique. Voilà. Il y a un certain nombre de choses, et je pense que ça correspond à 50% du sujet. Et c'est ce sur quoi travaillent d'ailleurs la plupart des cabinets de recrutement, cette capacité-là. L'avantage qu'on va avoir avec la qualité de recrutement sur nous, c'est qu'ils vont suivre la trajectoire dans le long terme des candidats sur 10 ans. Et donc, ça leur permet d'avoir une vision moins faussée que la belle histoire que le candidat va nous raconter quand il est chez nous une fois. Et donc, c'est ça qu'il faut réussir à craquer. Et ça, c'est pas évident parce que je pense que tout le reste, si ce n'est effectivement identifier des profils disponibles sur le marché, mais comme à la limite une agence immobilière, ça c'est le travail des cabinets de chasse, ils le font très bien et ça a de la valeur. L'essentiel du reste, on peut le faire nous-mêmes, si ce n'est ce suivi longitudinal des candidats. Et après, il reste 50%. Et donc, tu utilises des cabinets de recrutement ou tu fais ça pas? nous arrive de travailler avec des cabinets de recrutement, ouais, bien sûr. Ça ne nous enlève pas du tout la rigueur qu'on essaie d'avoir sur le recrutement, mais on le fait. Après tu dis les 50% du restant, c'est... Voilà, les 50% du restant, c'est là que ça se complique. Ces 50% vont être liés à plusieurs facteurs. Un premier facteur qui est quand même la vitesse à laquelle on va. Quand on doit recruter 65 personnes en 18 mois, forcément on fait des erreurs. C'est impossible de ne pas se planter. Quand on a 3 personnes à recruter dans l'année, on peut y mettre le temps, les moyens pour faire la chose plus correctement, voir un plus grand nombre de candidats. Autre facteur aussi important, nous on est sur un métier qui n'existe pas. Donc je ne vais pas aller chercher des gens qui ont 10 ans d'expérience, parce qu'il y a 10 ans ça n'existait pas. Donc on a aussi cette difficulté complémentaire qui est qu'il n'y a pas de référentiel sur le marché, il n'y a même pas de diplôme de maker no code professionnel aujourd'hui, on est en train d'essayer de le créer. Et donc c'est forcément tout de suite beaucoup plus compliqué pour recruter. Et puis il reste la part de chance qui est absolument incontournable. Cette attractivité, ce feeling, ce candidat à côté duquel on ne veut pas passer et dans lequel on croit parce qu'on y a vu quelque chose de spécifique. Donc tout le monde cherche cette catégorie de candidats. Ils ont un nom d'ailleurs, je ne sais plus comment ça s'appelle, les A-level. C'est ça, voilà. Donc tout le monde cherche cela, tout le monde se bat pour les trouver. C'est difficile. Après, il y a un dernier facteur qu'on oublie parfois aussi. Faut se donner sa chance à chacun, mais il faut aussi être capable de couper très très vite parce que généralement tous les entrepreneurs vous le diront,
quand il y a un doute au bout de 15 jours, 3 semaines, généralement, il n'y a pas de doute, quoi. Ça ne sert à rien de s'entêter pour les deux. C'est très, très rare que ça aille mieux derrière. Donc, on se rend compte assez vite de la capacité de la personne à délivrer. Parce que finalement, dans nos boîtes, on n'attend que ça. On attend que des gens qui vont délivrer, qui vont créer de la valeur. Et ça, il faut essayer de le voir tout de suite, quoi. Vraiment très, très vite. Et il y a, à l'intérieur d'une boîte comme la tienne, c'est facile d'avoir une évolution. Parce que tu sais, c'est toujours une partie des difficultés des start-upers, c'est que tu vois, tu montes d'un seul coup, et puis il y a des gens qui étaient très bien pour la création et qui sont déjà moins bien pour la gestion. Et donc, comme une erreur qui est souvent faite, c'est de monter des gens en management alors que c'est juste des gens qui sont forts techniquement et qui n'ont peut-être pas de compétences de management, tu vois. Donc, comment vous gérez ça aussi, l'évolution ? Non, c'est vrai que c'est une vraie difficulté. Moi, j'ai pas de souci avec les gens qui partent au bout d'un an ou deux, qui ont fait leur parcours et qui sont, qui se reconnaissent plus forcément dans la boîte telle qu'elle sera dans 2 ou 3 ans. Ça fait partie du jeu. Bien évidemment, c'est pas l'objectif non plus. On a la chance d'avoir une boîte qui grossit vite, donc de donner plein d'opportunités à plein de gens sur plein de sujets. On envisage même l'année prochaine de monter un petit startup studio dans le domaine du no-code pour aider ceux qui ont envie de créer leur boîte, à les accompagner, voire à investir dedans. Donc je pense qu'il y a quand même beaucoup de solutions aujourd'hui pour essayer de garder et retenir les talents. Le projet fondamental reste aussi un élément déterminant. Je crois qu'il faut être à l'écoute des gens. Nous, on a mis assez rapidement, on a fait un gros travail très très en amont sur les valeurs, tout de suite. Quasiment la première semaine, on a essayé de monter la boîte. On a fait un atelier avec Christelle et Thomas sur les valeurs. Et en même temps, on a maintenant mis en place un career pass avec des perspectives de carrière, avec une organisation. C'est ce qui fait la différence entre une boîte de 20-30 personnes où il n'y a pas d'enjeu d'organisation avec une boîte de 50-100 personnes. Le cap, il se trouve autour des 50-60 personnes. C'est celui qu'on est en train de vivre maintenant pour aller chercher les 100 personnes. Parce que là, il faut effectivement mettre du management, sinon ça ne fonctionne pas. Et donc, il faut identifier ceux qui en sont capables. Il faut continuer à aider les autres qui sont très bien dans des fonctions techniques, qui vont s'éclater là-dedans, et aussi être capable de récompenser la qualité de ce travail. Et après, je pense aussi qu'il y a peut-être un élément qui nous aide aujourd'hui, c'est que les jeunes qui arrivent chez nous, ils ne sont pas dans cette logique carriériste qu'on pouvait avoir nos aînés en se disant il faut que chaque année je progresse, que je monte de grade, je vais faire 15 ans dans la boîte et puis je vais finir à tel ou tel endroit. Ils s'en foutent. Ils viennent là, ils s'éclatent, ils apprennent des trucs et dans 3 ans ils seront ailleurs et puis après ils seront ailleurs et puis ils vont peut-être monter leur boîte. Ici, il y en a plein qui veulent monter leur boîte. Donc il y a moins de stress sur ce sujet de la carrière. À la limite, j'ai presque tendance à penser que l'enjeu de la formation est plus important que l'enjeu de la carrière pour des boîtes avec une moyenne d'âge comme nous de 28-29. Et alors comment justement vous formez les gens en interne, tu formes les gens en extérieur, tu formes les gens... Alors la formation, nous c'était un gros sujet parce qu'on s'est bien vite rendu compte que dans le domaine du no-code, on était en train de recréer une pénurie de professionnels, puisque dès 6 mois d'existence, on n'arrivait plus à trouver des gens compétents sur les technologies qu'on utilisait. Finalement, on n'a rien réinventé, ils font la même chose dans le BTP, il n'y a pas de couvreurs-zingueurs, la filière crée son école pour former des couvreurs-zingueurs et on est exactement dans la même situation. Et donc, on a très très vite décidé de créer notre propre école pour justement ne pas se retrouver dans cette difficulté, dans ce goulot d'étranglement, le fameux bottleneck, comme on dit dans les startups, qui nous aurait conduit à refuser des projets parce qu'on n'avait pas les compétences pour les faire. Donc, on a créé Allegria Academy, notre propre école de formation, avec un objectif de former une petite centaine d'étudiants cette année, 300 l'année prochaine, de développer l'international très rapidement. Mais c'est pas suffisant parce qu'il n'y a pas que des fonctions métiers chez nous de makers. Il y a aussi les fonctions commerciales, il y a aussi le marketing, il y a aussi les chefs de projet no-code, les fameux no-code project leaders, les NPL chez nous. Et donc on a mis en place quasiment aussi dès le départ toute une procédure d'onboarding avec un premier mois, avec plein de rituels, de la formation, des cas techniques à faire, le parrainage. Un éventail de choses qui doivent permettre à chaque personne qui arrive chez nous d'avoir une culture no-code généraliste, de comprendre les outils, d'apprendre la méthodologie et d'être capable d'être efficace dans son métier le plus rapidement possible. Je ne crois pas au shadowing. Alors, aujourd'hui, on sait que c'est très bien, mais il y a plein de biais.
parce que la plupart du temps, la personne qui va apprendre à l'autre, lui-même ne fait pas correctement la plupart du temps. Surtout dans une boîte comme la nôtre où les gens sont arrivés très vite. La moyenne d'ancienneté chez nous, c'est 6 mois. Hein, donc forcément, on a 18 mois. Donc c'est très très court. Donc il faut absolument travailler cet onboarding. Heureusement, on a des outils formidables aujourd'hui, no-code d'ailleurs, comme Notion ou Slack ou d'autres qui nous permettent d'automatiser tout ça et mettre en place plein de choses. Et ça fonctionne plutôt pas mal finalement. Ouais, et physiquement, dans tes locaux, il y a combien la majorité vient dans les locaux? Tu as cette notion aujourd'hui qui est de présentiel, distanciel. Comment tu gères ça? Alors ça, c'est un vrai enjeu. Et j'ai commencé à lire 2-3 articles, des sondages sur les collaborateurs qui disent qu'ils en reviennent du télétravail, que finalement, c'est quand même bien d'avoir des relations sociales dans l'entreprise. Et je suis très content parce que nous, ça, on s'en est rendu compte dès le départ. Dès qu'on a créé la boîte, on était en plein Covid, septembre 2020, et même si le lancement officiel d'Allegria c'était décembre 2020, mais on a commencé à bosser dessus à ce moment-là, on a commencé à voir des gens, et début 2021, tout le monde nous disait « mais laissez-moi venir au bureau, je veux venir au bureau, j'en peux plus d'être chez moi, laissez-moi venir au bureau ». Et donc ici on a 35 postes dans les bureaux, on va déménager en septembre parce qu'on est 65 pour 35 postes, donc ça oblige à avoir beaucoup de gens en télétravail. Et c'est compliqué dans une boîte comme la nôtre. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, je vois au Galion, par exemple, des boîtes qui sont créées en full remote dès le départ. C'est leur ADN. Ils ont des devs partout dans le monde, c'est comme ça. Et c'est souvent quand même plutôt du SaaS B2B. Vraiment de la tech, quoi. Nous, on est une école, on fait des professional services, on fait aussi des outils, de la tech. Et on a besoin de se voir, de parler, d'échanger. Et puis moi, j'ai besoin de sentir le pouls de la boîte. J'ai besoin de voir la fourmilière tourner. Mais en même temps, on a des collaborateurs à Toulouse, en Corse, à Nice, à Bordeaux, un petit peu partout en France. Et il est hors de question de passer à côté de ces gens qui ont fait le choix de ne plus être à Paris et qui ont envie d'avoir une vie différente. Donc on essaie de s'organiser autour de ça avec un certain nombre de rituels. Et en même temps, en essayant de faire venir les collaborateurs régulièrement dans les bureaux, même ceux qui sont à distance, en payant l'avion, l'hôtel, pour qu'on se retrouve quand même. Donc ça génère des coûts que coûts. Tu inclus directement dans ton business. Exactement, mais c'est en même temps des postes en moins. Les bureaux aujourd'hui, aujourd'hui un poste à Paris, c'est entre 500 et 1000 euros le poste. Bientôt, ça coûtera plus cher de trouver une chaise et un bureau pour mettre un collaborateur que de son salaire. C'est du délire. Là. Moi, j'ai vu des choses à plus de 1000 euros le poste. Donc, ça fait faire des économies quand même sur les bureaux. Mais en même temps, on a absolument besoin de se retrouver tous ensemble régulièrement et de réussir à travailler. Donc ce truc-là n'est pas complètement craqué chez nous, on y travaille encore. Nous, on avance bien. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a mieux avancé. Typiquement, aujourd'hui, sur toute la politique RSE dans l'entreprise, on est assez en avance. C'est un point très important pour nous. Donc on a mis en place la politique Bring Your Own Device qui permet à chacun de venir avec son ordinateur personnel et d'être dédommagé de 333 € par an pour l'usage de son ordinateur personnel. Super. On n'a que des ordinateurs recyclés ici pour ceux qui veulent un ordinateur. On n'achète plus d'ordinateurs neufs. On a toute une politique également sur la consommation d'énergie, les transports, les déplacements. Bref, voilà, on a eu pas mal de choses. On a même fait notre premier bilan carbone avant d'avoir fait notre bilan financier quasiment, puisque les deux se sont faits complètement en parallèle au 31 décembre de cette année. Tu es accompagné pour le bilan carbone ou tu... Ouais, tout à fait. Et donc, voilà, donc ça se passe vraiment très bien de ce côté-là, mais effectivement le sujet des bureaux, du travail collaboratif ensemble, du full remote, c'est un sujet sur lequel on a encore besoin de travailler. Ouais. Parce que je rencontre beaucoup de gens qui me disent régulièrement qu'en fait, voilà, on va pas avoir de locaux. Et je vois, parce qu'une partie de mon activité, c'est d'aider des gens justement à recruter ou d'aider des gens à mieux fonctionner en interne. Et je vois à quel point cette non-présence crée des dégâts que j'appellerais sociétales, on va dire comme ça, mais qui désocialisent une partie de la population. Qui n'a plus l'habitude de travailler avec d'autres, qui n'arrive plus à avoir des règles communes, on va dire. Ouais, en fait, dans la tech, il y a déjà un paquet de gens qui étaient comme ça. Je sais, c'est pour ça que je dis ça. Donc, pour eux, et encore une fois, je veux surtout pas laisser croire que tous les devs sont des gens qui bossent la nuit, qui sont des ours au fond de leur cave, c'est pas vrai.
mais ça existe aussi. Et donc, on sait qu'on a des gens aujourd'hui qui sont capables de travailler de cette manière-là et qui ça pose aucun problème. La réalité, c'est quand on regarde les statistiques, les couples se forment le plus souvent dans les entreprises, les amitiés aussi, et on est un animal social, quoi. On a absolument besoin de vivre ça et d'avoir ça, et je suis pas sûr qu'en le faisant en 100% full remote, on arrive à construire cette culture également de manière aussi forte. Donc voilà, je pense que c'est une question d'équilibre, comme souvent. On est allé très loin d'un côté, on en revient un petit peu aujourd'hui. Voilà, et on va réussir, je suis sûr, à trouver un équilibre entre tout ça. Je crois qu'il y a aussi une question de génération. Les gens qui ont vécu toute leur vie dans un environnement social au bureau, ils n'ont pas forcément envie, à 40 ans, de vivre en full remote. Donc je crois que c'est une question d'ADN, c'est quelque chose qu'il faut décider dès le départ de la création d'entreprise. Et si c'est le cas, à ce moment-là, ça se passe bien, mais sinon, voilà, il faut s'adapter. Et en même temps, je crois qu'aussi, ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que c'est quand même un sacré contrat de confiance entre l'entreprise et son collaborateur. Quand même, parce que bien évidemment, il y a des gens au bureau qui font rien de la journée derrière leur écran, tout le monde le sait, et ça existe partout dans plein d'entreprises. Malgré tout, être chez soi et travailler de chez soi, c'est difficile. Moi, je suis incapable de travailler de chez moi plus de 2 jours, quoi. J'arrive pas à rester concentré, je vais faire plein d'autres trucs, je me lève, voilà. Et il faut avoir un environnement adapté, il faut s'y préparer, c'est pas fait pour tout le monde non plus. Et donc, il y a quand même un risque dans ce contrat de confiance, c'est-à-dire que nous, on accepte que tu travailles à domicile, mais on ne peut pas contrôler, quoi. Il y a plein de choses qu'on ne peut pas contrôler. Et pourtant, la loi même nous donne des droits de contrôle, d'ailleurs, sur le travail à domicile. Mais bien évidemment, c'est extrêmement difficile. Donc, il faut qu'il y ait ce contrat de confiance entre l'entreprise et son salarié pour que ça marche, quoi. Et donc, forcément, c'est plus facile sur des métiers sur lesquels on sait tout de suite si la personne elle a bossé ou pas. Dev, on voit s'il a fait... est-ce que sa feuille de route a avancé ou pas. Un sales, on voit s'il a passé ses coups de fil dans le CRM, s'il a fait son suivi de sa clientèle ou tout ça. Il y a d'autres métiers sur lesquels c'est très difficile de contrôler et de savoir ce que la personne va faire. Donc voilà, trouver cet équilibre n'est pas simple, et je crois qu'on est qu'au début des questionnements sur ce sujet-là. Ça me paraît intéressant de cette idée de contrat de confiance. Je dis pas qu'il faut contracter, mais tu vois, parce qu'il y a un contrat de travail, mais dans le contrat de travail, comme tu le sais, il n'y a jamais écrit que tu dois donner ta moelle épinière. Il n'y a jamais écrit que tu dois donner, que tu dois sourire, que tu es d'accord. Et souvent, c'est pourtant ce que tu attends. Ce que tu attends, c'est que la personne fasse autre chose que ce qui est écrit dans le contrat de travail. Et donc, la confiance là dont on parle, c'est justement qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, je sens que ça fonctionne pas et que je devrais revenir voir mon employeur, ou bien pour l'employeur, je sais que ça fonctionne pas et que je vais voir mon employé. Tu vois, c'est cette communication qui doit rester établie et qui va augmenter la confiance quand elle produit en fait ces échanges, quoi. Tu as complètement raison. Et d'ailleurs, on parle souvent de la problématique du collaborateur en télétravail, mais on oublie qu'il y a un manager de l'autre côté. Manager en télétravail, et je sais, c'est un autre boulot. C'est vachement compliqué. Parce que justement, ça pose cette question de la confiance avec le manager. Et c'est génial de se poser la question de savoir si tous les collaborateurs ont envie d'être en télétravail, mais il faut aussi se poser la question de savoir comment on renouvelle le métier de manager en mode télétravail. Et là, je pense qu'il y a encore quelques bouquins à écrire sur le sujet. Alors, pour conclure, je voulais juste te demander, en fait, allez, tes prochains grands challenges, c'est quoi là ? On peut revenir juste sur Allegria. Tes grands challenges de demain, là, de demain, je parle vraiment demain, c'est quoi ? Alors là, le premier challenge pour nous, c'est être rentable, parce que c'est vraiment maintenant notre objectif. On espère atteindre cet objectif d'ici la fin de l'année ou au premier trimestre de l'année prochaine. C'est vraiment une étape qu'on a accélérée, qui se fera sans doute un peu au détriment de la croissance, parce que bien évidemment, on ne peut pas poursuivre la croissance qu'on a eue aussi vite qu'on l'a eu jusqu'à maintenant et en même temps faire de la rentabilité. Mais on a la conviction que pour nous, au regard de notre business model, c'est le bon chemin à prendre. Et puis l'année prochaine, très rapidement, de poursuivre le développement international. On a déjà ouvert notre filiale en Angleterre et aux États-Unis. On a déjà plusieurs personnes qui travaillent avec nous sur le développement international, mais un petit peu en soft launch pour le moment. Il n'y a pas on n'investit pas sur les US. On a juste des gens, des entreprises qui nous contactent depuis les US à cause de tous les partenaires, éditeurs, no-code que l'on a et qui les renvoient vers nous. Et on traite ces demandes, mais on n'a pas encore investi pour le coup vraiment là-bas. Et donc l'étape d'après, c'est si le marché le permet, une levée de fonds pour financer le développement à l'international et en particulier aux US.
Et sinon, on continuera notre petit bonhomme de chemin, on fera une boîte bien rentable et on s'autofinancera pour faire ça dans un délai peut-être un peu plus long, mais aussi avec des bons fondamentaux. En tout cas, c'est ça qu'on espère faire. Super, merci Francis, très heureux de t'avoir parmi nous dans la traversée. À très bientôt. Merci Hervé. Si vous aussi vous vivez une traversée et souhaitez être soutenu pour arriver à bon port, alors embarquons ensemble. Je vous invite à postuler à mon programme d'Ultimate Coaching, un accompagnement personnalisé de haut niveau sur mon site hervéfranceschi.fr/Ultimate Coaching. Ce programme s'adresse aux dirigeants et aux entrepreneurs désireux de se dépasser avec fluidité et simplicité. Par exemple, pour se préparer mentalement comme un sportif de haut niveau, ou bien pour être plus présent à soi et à son corps, ou encore pour développer performance, inclusion et bien-être dans votre entreprise. Et enfin, exploser les plafonds de verre qui vous empêchent d'atteindre votre potentiel. Et bien sûr, si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles, j'ai bien dit 5 étoiles, sur Apple Podcast ou votre plateforme de podcast préférée. Et surtout, abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Dans cette traversée, sortez vos cirés, ça va rincer.